Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de vélo et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve une deuxième fois pour débriefer le Giro. Exactement. Alors juste avant, sachez que si vous nous écoutez sur Deezer, Spotify ou Apple Music, ça va rien changer pour vous. Si vous écoutez sur YouTube, on va garder aussi les podcasts actuels, mais on va vous proposer en plus la vidéo avec le partage d'écran en direct. Hein. Nous aussi, on essaye de s'adapter en vue de nos objectifs que sont le Dauphiné et le Tour de France pour couvrir au mieux les prestations de Paul Sexas. Donc voilà, si vous nous écoutez sur YouTube, attendez quelques minutes de façon à voir le flux vidéo si vous le souhaitez. Et puis on garde le flux podcast si, comme moi, vous aimez bien avoir la discussion quand vous faites du sport, lors de votre partie, etc. Au moins, vous n'avez pas de data vidéo. Voilà. Donc on va partir aujourd'hui, comme tu l'as dit, sur le débrief des 3 étapes du Giro, donc celle de mardi, mercredi et jeudi, aujourd'hui. Mardi, Exactement. mardi, donc on avait un profil dont on avait parlé avec un col qui était à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, et on a eu la Movistar. Alors on n'avait pas forcément noté la Movistar pour rouler, mais c'est bien vu qu'il a fait un gros coup, qu'il y a un gros écrémage. Par contre, malheureusement pour eux, il s'est fait battre par Narvaez au sprint. Voilà, bon, ton avis, toi, sur cette course? Enfin, sur cette étape, là? Bah oui, tout à fait. L'équipe Movistar qui a complètement accéléré dans le col, dans le but d'écrémer le peloton de tous les sprinteurs potentiels qui auraient pu se jouer la victoire, notamment Tobias Lund Andresen. On peut citer aussi Jonathan Milan, Paul Magnier. Nous, on se demandait s'il pourrait passer, mais là, clairement, la Movistar a fait le travail pour son sprinter puncher colombien Orluis Saoula, qui a quand même joué le sprint, qui a malheureusement fini deuxième derrière Jonathan Narvaez. Mais Jonathan Narvaez a également été aidé par Jan Christen, qui a désorganisé le train Movistar dans le final, car il n'y avait que Henrik Mas pour rouler. Donc, ça n'a pas suffi aux Colombiens pour remettre la balle au fond des filets, Ouais, malheureusement. alors moi, j'ai pas vu l'étape, hein, je travaillais, j'ai vu le résumé, les derniers kilomètres, mais est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de rouler peut-être un peu moins vite dans le col, histoire d'avoir une équipe avec eux pour les soutenir, d'un autre sprinter qui aurait pu passer la bosse, quitte, parce que là, le problème, c'est effectivement dans les derniers kilomètres, on voyait qu'ils étaient désorganisés, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ou est-ce que c'est plutôt Bah bien moi, joué et c'est la faute à honnêtement, pas de chance pour Movistar? moi je trouve que on a souvent décrié les tactiques un petit peu bizarroïdes de l'équipe Movistar, mais là pour le coup, je trouve qu'ils ont tout bien fait. Ils ont une équipe très solide, avec notamment le jeune rouleur italien Lorenzo Milesi, Rubio, Javier Romo, etc. Pour moi, ils ont tout bien fait. C'est vraiment Jan Christen qui a désorganisé dans l'équipe Movistar dans le final, mais dans l'absolu, quand son sprinter fait deuxième, bah pour moi, je trouve qu'ils ont réussi leur coup. Ils ont joué le sprint comme c'était prévu. Or, Luis Saoula, malheureusement, n'est pas premier, mais en même temps, c'est peut-être de sa faute, car il lance le sprint beaucoup trop tôt. Ouais, mais Il se voit peut-être trop c'est ce fort. que je veux te dire aussi, c'est que Et attends, il lance tôt, mais aussi parce qu'il a pas de coéquipier. Moi, c'est plus ça que. Mais encore une fois, hein, j'ai
pas vu toute l'étape, mais c'est ça, on va dire, qui m'interpelle, c'est que je me dis, voilà, il a perdu ses derniers coéquipiers là pour revenir sur Kristen, et derrière, bah, c'est à lui de faire l'effort, et c'est peut-être ça qui lui coûte la victoire, quoi. Sans doute, mais je pense que l'équipe a quand même fait. En tout cas, ils ont eu raison de tenter. Oui, oui. Alors, puis en plus, ça nous a mis. Enfin, a priori, l'étape, elle devait être hyper sympa à suivre tout du long. Là, en direct, honnêtement, ça a Exactement. bataillé après le col. Ils nous ont mis de l'animation et pour une fois, à juste titre. Ben, ça marche. Très bien. Je propose qu'on passe à l'étape 5. C'est parti. L'étape 5 de mercredi. Alors, l'étape 5 de mercredi, on a eu une grosse échappée de 12 qui s'est dégagée. Arieta s'est extirpé dans la dernière, un peu avant la dernière ascension, si je dis pas de bêtises, et puis Eulalio l'a rejoint dans cette ascension. Ils ont fait la fin ensemble, enfin presque, puisqu'il y a eu une chute de chacun à leur tour, puis Arieta qui s'est Ouais. trompé de chemin, enfin un final un peu chaotique sous la pluie, en Beaucoup descente, de rebondissements. avec pas mal de virages, et finalement c'est Arieta. Alors pour ceux de ma génération, Arieta c'est le fils de José Luis, qu'on connaît nous français parce qu'il a fait un passage chez AG2R. Donc voilà, qui était là et donc qui est chez UAE et qui s'impose in extremis quoi, en revenant dans les dernières minutes. Mais Eulalio a pas tout perdu puisqu'il empoche le maillot rose avec pas mal d'avance. Justement, on y reviendra. Alors Nathan, cette étape déjà. Bah oui, tout à fait. Une étape extraordinaire par le scénario, mais aussi par la météo. Tous les coureurs étaient vêtus d'un impair noir parce que la météo était complètement dantesque, hein. Une météo horrible, désastreuse. La pluie sur les 200 kilomètres proposés par l'organisation, vraiment des conditions terribles. Et puis un scénario qu'on ne connaît presque plus dans le cyclisme actuel, avec une échappée de 12 coureurs d'équipe World Tour qui se jouent la victoire d'étape, et puis deux coureurs qui arrivent à se détacher avec plus de 8 minutes sur le peloton à un moment de la course. Bon, après c'est 6 minutes à l'arrivée pour Alfonso Lario, mais ça reste des écarts Conséquent, très ouais. considérable pour le cyclisme actuel. Oui, bah après là ils étaient en échappé, hein. Le peloton a laissé filer, qui plus est dans la descente là c'était dangereux, hein. On l'a vu, il y a eu des chutes. Ouais, mais c'est de plus Donc en ça. plus rare de voir ça. Ouais, sur les grands tours, bon on verra ce que ça donne, mais sur les grands tours, bon, il n'y a rien de surprenant, hein, 7 minutes. Voilà, c'est plus par contre, ils ont laissé 7 minutes à un gars qui grimpe quand même. Donc voilà, hein, on y Ah oui, c'est ça. reviendra peut-être, on va essayer de se projeter À deux gars qui grimpent même. jusqu'à où va-t-il pouvoir tenir le maillot. Eh ben Ça, on peut peut-être en parler même maintenant. si il tient, ouais, c'est ça. Même s'il arrive à tenir demain au blocos, il y aura encore beaucoup d'étapes montagneuses et surtout il y aura le chrono dans quelques jours. Et là, à mon avis, le petit Portugais aura perdu ses chances de top 5, voire de top 10, on verra. Ouais, donc là, si on regarde le classement général, là c'est aujourd'hui, hein, avant l'étape 3, hein, mais enfin, après l'étape de jeudi, on voit quand même qu'il a plus de 6 minutes d'avance sur Ciccone et avec lui tout le reste de la troupe. Euh, Bah voilà, jusqu'où il peut le tenir, hein. Donc toi, tu dis au chrono, ça va être compliqué. Jusqu'au chrono, en gros. Ah bah oui, moi je pense que Alfonso Elanio, si demain il passe la première grande étape de montagne en Italie, il pourra conserver le maillot rose jusqu'au chrono et pour moi ça doit être l'objectif principal de la Bahrain Victorious.
Alors on fera un petit, on regardera les trois prochaines étapes hein, à la fin de ce podcast, mais attention, dimanche aussi, ça finit en côte. Mais là où je te rejoins, c'est que demain, on verra s'il paye encore les efforts qu'il a fournis hier, qui étaient assez Et intenses. la Hein. chute, Et la chute, oui, et qui était assez intense. Hein, quand même, les efforts, ils étaient claqués les deux à l'arrivée. Bon, très bien pour ça. Alors. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cette étape de mercredi, ce qui était dommage, c'était on avait Chikone qui était en rose, qui l'avait pris la veille et qui a perdu le maillot. exactement. Enfin, Bah, ça va nous permettre d'arriver sur l'équipe Lidl Trek, qui a pas beaucoup de profils pour aider DRLJ et Giulio Ciccone dans la montagne. On a Matteo Sobrero, mais malheureusement dans le col, bah, on a essayé de le préserver, mais il n'était plus là. On a Emmanuel Gebrezavir qui lui navigue entre rouler sur le plat pour Jonathan Milan et rouler dans l'école et la colline pour conserver le maillot rose de Giulio Ciccone. Mais malheureusement, l'Érythréen ne peut pas tout faire tout seul. Et Giulio Ciccone, dans la dernière ascension, s'est retrouvé à devoir rouler lui-même, à défendre son propre maillot rose. C'est complètement invraisemblable. Mais ça, c'est dû à l'équipe qui est totalement tournée aux sprinteurs italiens. bah ouais, ce que je trouve un peu dommage en plus, c'est que tu connais, on sait son attachement au Giro. C'était la première fois qu'il avait le maillot rose. Ça devait être frustrant hein, pour lui de le perdre comme ça. Surtout que bah, il y avait quand même du monde dans le peloton qui était loin au général et qui aurait pu laisser partir une échappée avec des hommes plus loin au général. Voilà, un peu dommage pour lui, un peu déçu pour lui, mais bon, Complètement. fallait-il encore en avoir l'équipe. Bon, super. Et donc l'étape d'aujourd'hui, maintenant, donc l'étape d'aujourd'hui qui était promise aux sprinters, qui était toute plate, avec la pluie à nouveau pour s'immiscer dans le résultat, et un parcours aussi propice aux chutes dans ces conditions, parce qu'avec un final avec des pavés humides, et ben une chute s'est produite en tête de peloton à combien 400 mètres de la ligne, et Oui, c'est ça. c'est ça, et c'est Ballerini qui s'impose devant Stuyven, donc les deux qui avaient passé sans encombre la chute. Deux classiques man. Ouais, c'est vrai. Et Paul Magnier, lui, qui prend une belle troisième place alors qu'il a dû mettre un pied Trois à terre. classiques man. Ah bah ça on espère. Hein. Alors qu'il a dû mettre pied à terre justement dans cette chute à 400 mètres de la ligne, mais qui a fait une sacrée dernière ligne droite pour remonter en troisième position et prendre des points précieux pour le maillot cyclamen. Alors toi, ta réaction là sur cette étape? Bah exactement, une étape assez plate, vraiment pas très intéressante, avec deux alpécines qui sont partis dans le début pour essayer d'animer un petit peu, qui ont été rejoints par deux Bardiani et un Polti. J'ai été assez déçu de ne pas voir un coureur de la Groupama FDJ se joindre à eux. Peut-être un Rémi Cavagna, par exemple. Ça aurait pu être un bon profil, je trouve. Et pour parler du final, bah, une chute qui est beaucoup moins grave, heureusement, que les deux précédentes qu'on a eues sur ce Giro. Mais comme tu l'as dit, des arrivées très piégeuses sur ce Giro qui peuvent être assez regrettables, mais bon, ça nous offre aussi de la variété. Alors, on peut pas tout avoir. Et puis, comme tu l'as dit, Paul Magnier il avait des jambes de feu aujourd'hui. Parce que déjà, il a évité la chute. Et puis, j'ai trouvé qu'il n'était pas reparti extrêmement vite. Et puis, à ce moment-là, une fois qu'il a chuté, il est 10e. Après, il a le virage et paf, on le retrouve, il est 3e. Bon, assez loin derrière Stuyven et Ballerini. Mais quand même, il a réglé les autres au sprint alors qu'il avait mis pied à terre, comme tu l'as dit. Exceptionnel. Ouais, moi je m'attendais pas non plus à le revoir arriver,
que ça soit le premier des autres derrière là. Quand on l'a vu sur la ligne, bien content quand même pour lui, qui dans cette, je sais pas comment il le sent, est-ce qu'il y a sûrement de la frustration, mais il peut se consoler, comme on dit, en prenant des points précieux pour le maillot cyclamen, surtout que ses concurrents directs n'en ont pas pris ou très peu. On le voit d'ailleurs, tu m'as dit que c'est un truc pour les Classic Men, et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais tu vois que t'as des Turner, Sigart, Mozzato, ouais, ceux qui sont passés, effectivement, hein, derrière, c'est des des, experts du Tour des Flandres ouais, ou, des gens à ou droite de sur le Grand vélo, hein. Game, etc. Même Magny, on l'a dit, hein, il vient du VTT, il a pas chuté, quoi, il a mis pied à terre parce que ça a chuté juste devant lui en fait. Et, Deuxième du Het Newsblad, voilà quoi. Donc voilà, ouais, un peu dommage. Alors, moi, quand même, petit coup de gueule, c'est ce parcours du Giro, quoi. On a eu 3 sprints. Bon, alors des fois, on se plaint sur le Tour de France enfin, on entend beaucoup les premières semaines, oh, il y a des chutes, machin, c'est le parcours. Honnêtement, sur le Tour, ils font ce qu'ils peuvent. C'est surtout les coureurs qui sont tous à fond. Et on n'y peut rien. D'ailleurs, tu vois la différence avec le Giro, hein. Sur le Giro, tu as une première boule devant, et puis derrière, tu as pas mal de gars qui sont pas à fond. Sur le Tour de France, ça sera pas comme ça, hein. Ça sera tout le monde qui sera devant, et la grosse boule, elle sera devant, hein. Et là, le premier sprint, t'avais la route qui se rétrécissait là en Hongrie, on savait pas trop pourquoi. Juste là où il y a eu la grosse En chute. Bulgarie. En Bulgarie, pardon. Le dimanche, t'avais un virage à 400 mètres là, ou 300 mètres encore. Bon, ils sont passés, il n'y a pas eu de pluie et machin, très bien, mais bon, tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas S'il y trouver. avait eu de la pluie. Tu veux pas me dire qu'ils peuvent pas trouver des lignes droites de 1 km quand même. Et là aujourd'hui, pareil, 2 virages dans le dernier kilomètre, en plus avec des pavés. On a un gros plateau de sprinters, voilà, hein. Bon après, Heureusement que la pluie n'était pas si intense que hier. oui, ouais, mais bon, tu vois, le résultat est le même, hein. Enfin, ils sont par terre, et effectivement, alors est-ce que c'est pour donner du... Tu sais, d'ailleurs, t'as vu la réaction de Milan, hein, il disait oui, je suis un peu déçu qu'on mette la hype devant le sport, mais enfin, même la hype, moi, ça m'a pas hypé d'avoir des virages et des pavés dans les derniers kilomètres, hein. Enfin, si t'as la chute à 20 km, je dis pas, à la limite, t'as toujours des trucs, est-ce que le gars va rentrer et tout, et puis ça rend les 20 derniers kilomètres un peu excitants, enfin, je dis pas qu'il faut mettre des chutes, mais voilà, pour nous, en tout cas, spectateurs, mais là, à 1 kilomètre, je pense, alors bravo à Ballerini qui était bien placé, qui était en tête, et qui a toutes les qualités, etc. Mais c'est un peu frustrant de pas se voir un sprint à la pédale quand même, surtout quand ça tombe devant, quoi. Disons que la réaction de Jonathan Milan, on la comprend assez facilement, parce qu'il a fait 3 sprints où il n'a pas vraiment pu exploiter ses pleines capacités. Les premières, il n'a pas été très bien emmené par ses coéquipiers, et là, ça chute dans le final. Bon, c'est malheureux pour lui, mais en même temps, c'est la course. Et si il avait passé à travers les gouttes de cette chute, il aurait peut-être pas eu le même discours à la fin. Après, je suis d'accord avec toi que on aurait pu faire une arrivée beaucoup plus classique, sans pavé et sans virage dangereux. Après, ça reste la course. Les finales à Naples, c'est toujours assez tortueux. Je me souviens de l'année dernière où il y avait la pluie, etc. Ça glisse toujours dans la ville italienne. Et puis, on va pouvoir arriver sur Jonathan Milan et la Lidl-Trek, mais ce n'est pas Jonathan Milan qui offrira la première victoire au peuple italien. C'est Davide Ballerini, l'ancien de chez Soudal Quickstep, et ça me fait extrêmement plaisir pour lui qu'il remporte sa première étape sur le Giro. Ah ok, c'est sa première sur le Giro, ouais, bon. Intéressant à savoir. Ouais, on peut reparler, hein, de Milan. Alors justement, est-il en train de passer à côté de son Giro? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, poser la question, tu vas me dire, c'est déjà y répondre, hein, c'est ça? C'est ça, la question, elle est presque répondue dans la question, parce que
Bah oui, en fait, on a eu 3 sprints. Si on nous avait demandé avant de faire une prédiction pour le maillot cyclamen et pour les étapes, bah les 3 premières, on aurait mis Jonathan Milan en tête. Et là, bah Jonathan Milan, il n'est même pas sur le podium des 3, à part une peut-être, et encore, je suis même pas sûr. Donc c'est vraiment décevant pour un des meilleurs sprinteurs du monde, alors qu'il n'y a pas Tim Merlier, Jasper Philipsen, etc., de ne pas le voir dominant sur ce Giro chez lui. Et bah, le peuple italien a de quoi être déçu par lui et par son équipe qui a pas forcément, qui l'a pas forcément accompagné de la meilleure des manières dans le final comme il a l'habitude. Ouais, alors à noter, dimanche, il a fini deuxième quand même, mais bon, c'était limite troisième parce que ça s'est joué à la photo avec Oui, Groenewegen. Groenewegen, Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais oui, oui, moi je suis complètement d'accord. C'est vrai que Milan, pour moi, c'est le meilleur sprinter. Je sais que, enfin, moi je te l'avais un peu vendu comme ça, notamment déjà l'année dernière. Hein, on avait un peu des débats entre nous où, avant le Tour notamment, bah, Pour on a moi, vu c'est Tim d'ailleurs que, Merlier. voilà, on a vu d'ailleurs qu'il s'était bien fait battre par Tim Merlier. Mais pour moi, intrinsèquement, en tout cas, il était plus puissant, il était meilleur, bien lancé et tout. Voilà, ça me rappelle les belles années du sprint italien, des sprinteurs italiens là. Et ben là, c'est vrai que pour l'instant, on a eu 3 étapes qui sont arrivées au sprint, et comme tu l'as dit, bah, il en a pas gagné une, et il a même été Bah loin, oui, quoi. Enfin, loin d'en c'est gagner une, terrible c'est ça. désillusion. Même s'il finit deuxième dimanche, Bah c'est voilà, il y ça. avait plus d'une roue d'écart avec Magnier. Donc voilà, et ouais, bah, t'as raison. T'as raison sur son équipe parce qu'elle est construite autour de lui. Ça les a handicapés hier, on en a parlé avec la défense du maillot rose, hein, qui était dommage. Et c'est vrai que quand t'as une équipe construite comme ça et que tu gagnes pas, ça fait 3, bah attention, attention, parce que la montagne arrive. Et les prochains échéances pour les sprinters, et ben, sont la semaine prochaine. Faut passer cette montagne, la digérer aussi bah, ses résultats. Et voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est mal barré pour lui. Mais bon, on sait que dans le vélo, comme dans tous les sports, ça peut tourner assez vite. Et voilà. Bon, on n'espère pas pour lui, parce qu'on va soutenir Magnier quand même jusqu'au bout, hein. Non? Bah c'est ça, mais pour revenir à ce que tu as dit, c'est vrai que je pense que le plan de l'équipe Lidl, c'était de gagner au moins 2 étapes avec Jonathan Milan avant d'entamer les étapes plus montagneuses qui vont arriver, en mettant 3 coureurs à son service, hein, Max Schwarzschild, Simone Consoni, son poisson pilote attitré, et le jeune Tim Tottenberg. On peut noter également que son poisson pilote Simone Consoni est assez décevant en ce début de Giro, car il a du mal à le laisser dans les derniers mètres comme il le fait d'habitude très bien. C'est ce qui fait la différence pour Jonathan Milan d'habitude. Mais là, pour l'instant, le poisson pilote ne répond pas. Et c'est ce qui coûte des victoires à Jonathan Milan pour moi. Et qui coûte bah, la conservation du maillot rose à Giulio Ciccone. Et bah, on aurait pu avoir un Bauke Mollema, un Jacopo Mosca, Lennart Kemna dans la montagne. Mais du coup, bah, on n'a pas tout ça pour Jonathan Milan. Eh ben, très bien, merci. Oui, en tout cas, je te rejoins notamment sur Concioni. C'est vrai que c'est assez affligeant. On espère que lui, ça ira mieux quand même, hein, parce qu'on l'aime bien, hein, ancien de Cofidis. Voilà. Est-ce que tu as autre chose sur ces 3 étapes-là? Une équipe top, un flop? Une équipe au maillot bleu ciel du Kazakhstan, par exemple, Ah, l'équipe ouais. Astana, évidemment, qui remporte 2 victoires d'étape en ces 6 premières étapes de ce Tour d'Italie. Euh, Évidemment, on n'est pas sans se rappeler l'énorme exploit qu'ils nous ont fait pour rester en World Tour en 2025 avec une année exceptionnelle.
Mais là, j'ai envie de dire que leur début de saison est mieux que l'an dernier, avec la prise du maillot rose, une victoire de Guillermo Thomas Silva, plus ils remettent le couvert aujourd'hui avec Davide Ballerini, le classic man, on l'a dit. Oui, hier, Plus hier, ouais. l'ancien maillot rose a fait 3e de l'étape en se glissant dans l'échappée. Et Ils sont Scaroni clairement 5, ouais. acteurs de la course. Ouais, ouais, tout à fait. Et Scaroni 5e. Ok, merci, Exactement. très bien. Je te propose qu'on se projette maintenant sur la suite du Giro et notamment sur la défense du maillot jaune par Lalio. Alors, ce Lalio d'ailleurs, tu peux nous en dire un mot là Nous on le découvre à ce Ben oui, niveau-là en tout cas. c'est un jeune coureur portugais de 24 ans qui en est à sa deuxième saison chez les professionnels. L'an dernier, on peut citer un très bon tour UAE et aussi et surtout sa 9e place au championnat du monde à Kigali, qu'il avait révélé aux yeux du grand public. Ouais, tout à fait. Ok. Eh ben, ouais, bah, Et donc, il va pour falloir moi, quand même dans la les. montagne, Ouais. il sera parfaitement à même de jouer avec les Egan Bernal, Timen Arensman, etc. Oui, va falloir les reprendre, hein. C'est combien on a dit? 6 minutes au général? Oui, 6 minutes un peu 22 plus de sur 6, ouais. Jonas Vingegaard. Bon, pour Jonas, ça devrait le faire, mais il peut aller chercher une bonne place, lui, hein, du coup. C'est ça que tu nous dis. Bah oui, tout à En fait. général, il peut aller nous chercher Pour une. moi, ça dépendra des performances des autres prétendants au top 10 sur le contre-la-montre. On sait que Félix Gall, notamment, est assez médiocre sur l'exercice. Ok, eh ben on va voir ça. Je te propose qu'on regarde rapidement les 3 prochaines étapes là. Donc demain, vendredi, l'étape du Blocos. Le blocos. Voilà. Donc il y a pas mal de dénivelé, 4000, plus de 4000 mètres de dénivelé quand même. Et puis la fin, 13,6 à 8,4%. De mémoire, c'est quand même un final avec des grandes routes et qui est quand même. Il n'y a pas de rupture de pente, quoi. C'est toujours. C'est assez roulant. Voilà. Même si c'est du 8,4%, c'est relativement roulant. Ça me fait penser un peu au col de la Madeleine, je sais pas si Peut-être, ouais. Ah ouais. Ok. c'est assez régulier. Mais donc 4000 mètres de dénivelé quand même, donc va falloir les manger. Donc celle-là, clairement, les coureurs du général, non? À moins que tu vois une échappée, Bah oui, je pense que. pour moi, Puis- Jonas Vingegaard et la Visma doivent contrôler, dominer l'étape et commencer à assommer le Giro. Ouais, oui, je suis d'accord. Clairement. Je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'il commence à remonter, à se placer par rapport à tous les autres favoris en leader pour laisser le maillot effectivement toujours à Eulalie qui le gardera. Sauf défaillance. Voilà, sauf grosse défaillance, mais bon, au pire, il y a du monde encore intercalé hein, qui au classement Bah oui, général, Arietta. qui monte pas trop mal, voilà. Donc même s'il a une défaillance derrière, c'est encore 3 minutes d'avance. Tout à fait. Très bien pour vendredi. Pour samedi, alors là, on a plutôt des petites collines avec 1800 mètres de dénivelé, l'arrivée 3,7 km à 5,7%, on a des passages à 22%. Voilà, donc là ça va être plus un puncher, à moins qu'il laisse l'échappée encore arriver. Ben, tu parles de puncher, il y a un nom qui me vient à l'esprit. On l'a vu faire les bonifs au sprint Red Bull. C'est Lennart Van Edved. Alors, qu'est-ce qui prépare le coureur belge? Est-ce que c'était simplement pour tester les jambes aujourd'hui en vue d'une possible performance demain à s'accrocher? Mais ça, j'y crois très peu dans le blockhouse. Mais pourquoi pas essayer de jouer la victoire d'étape en échappée mardi, du coup?
Bah oui, Non, oui. dimanche. Et ben on pourra avoir une première indication sur sa performance au blocos. Hein. S'il lâche totalement, c'est qu'il en garde pour demain, enfin pour samedi. Samedi, pardon. Ouais. Ben ça marche, ouais. Bah merci Petite cote. pour la bonne le bon tuyau. Et dimanche, tu vois, on a encore une arrivée en sommet. Alors, moins dur que vendredi, hein, on est sur une étape à 2300 mètres de dénivelé, et la pente finale, 10,8 à 5,8%. Voilà, je sais pas si j'ai les pentes max, je les ai pas ici sur le graphique, mais voilà, bon, c'est moins raide hein, que le blocos, moins de dénivelé, peut-être que on va laisser l'échapper cette fois, mais les leaders, nul doute que les leaders en tout cas s'expliqueront pour au moins quelques dizaines de secondes. Hein. Disons que si Visma, pour moi, n'a pas intérêt à rouler sur cette étape, mais peut-être que Red Bull Bora enverra l'opportunité de réduire, d'enfoncer l'écart avec les autres candidats au podium, notamment Ineos Grenadier. Ouais, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait que le lendemain c'est une journée de repos, donc peut-être l'occasion de tester, de profiter aussi du double leadership hein, sur ces pentes qui sont peut-être pas trop grosses pour essayer de faire réagir un peu Vingegaard. Ok. Oui, même si ça semble un petit peu vain, finalement. Bah pour l'instant l'écart est pas fait. Vingegaard on le voit comme Ouais, vainqueur, mais ok, faut qu'il fasse l'écart. Hein. Bah on verra dimanche. Hein. il a l'air facile quand même. Peut-être que dès demain, il va mettre tout le monde d'accord. Mais voilà, tant qu'ils sont là, eux, il faut qu'ils y croient. Hein. Ah bah tout à S'ils y fait. croient pas, personne va y croire pour eux. Hein. Non, Ok. et pas nous. Eh ben merci Nathan, on va regarder ça avec attention. Sinon côté Paul Sexas, j'ai pas de news côté Paul Sexas, juste il est en stage en Sierra Nevada là du côté du sud de l'Espagne là, à côté de Grenade. Et on voit qu'il fait des grosses ascensions. Hein. Donc voilà, des ascensions. Il fait du dénivelé hein, voilà, par rapport à peut-être ce qu'il avait pu faire au début de saison où c'était plus côté punch et fort moins long. Voilà. C'est bien. Et ben Comme actualité, on a également la non-partance pour Christophe Laporte pour le Tour chez de France, ouais. Visma qui ne disputera pas le Tour de France cette année, malheureusement. Il a fait une très bonne période de classique, mais on n'a Il a pas vraiment chuté. la Si raison, si, mais il le il a dit. chuté à l'entraînement. Ah, Il a chuté à ah l'entraînement. bah c'est décevant, Ouais, c'est un peu dommage parce qu'il revenait bien là, malheureusement. on en a parlé. Eh ben super. Oui, tout à fait, avec Wout van Aert. Et également, excuse-moi de te couper, on a après la chute de Albert Wiesen Philipsen, qui avait fait un Ah oui, excellent oui. Tour de Romandie, assez décevant. Ouais, oui, bah oui, dommage pour lui. À cet âge-là, il y en a qui devaient regarder là le Tour de Hongrie d'ailleurs, hein, il devait participer. D'ailleurs, c'est au Tour de Hongrie ou c'est Ouais. à l'entraînement lui qu'il a chuté? C'est à l'entraînement et le Tour de Hongrie a vu Benoît Cosnefroy s'imposer aujourd'hui. Bah, Bah, super pour le coureur breton chez eux. bah, très bien. Merci Nathan. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous regardez la vidéo, notamment ce que vous en pensez du format, est-ce que ça vous plaît. Voilà, pour que on s'améliore, comme je vous dis, avec nos objectifs qui sont de soutenir Paul Sexas au Dauphiné et au Tour de France, et bien plus tard aussi. Et merci à tous, et allez Paul, on est dans ta roue. On est dans ta roue.